Bienvenue à tous sur Sika TV. L'invité de l'économie se propose aujourd'hui de nous faire découvrir la Maison du Paysan, une approche innovante de développement du village. Cette approche propose notamment une autre manière de conduire et d'encadrer les spéculations agro-pastorales dans nos villages afin d'en faire des activités génératrices de bénéfices et non de revenus. Docteur Michel Babadjide, vous êtes l'initiateur de cette Maison du Paysan. Alors, quelle différence faites-vous entre activité génératrice de bénéfices et activité génératrice de revenus? Bon, activité génératrice de revenus, c'est tout simple. On peut mettre 1 million dans une affaire et retrouver après 100 000 francs. Les 100 000 francs constituent les revenus, quoi. Or, si on doit parler de bénéfices, vous mettez vous mettez 1 million et vous avez 1 million, 1 franc. Le 0,1 franc là, ça devient le bénéfice. Et si on peut faire de petits bénéfices comme ça et rassembler les bénéfices pour en faire les revenus de ces populations pauvres, on aurait vraiment lutté contre la pauvreté. Justement, docteur Babadjide, en quoi est-ce que la Maison du Paysan peut générer des bénéfices? Oui, la Maison du Paysan, au fait, c'est une approche qui vient corriger la perception des activités paysannes, quoi. Le paysan, il travaille sans objectif, il est dans la logique de cueillette parce que l'université n'a pas développé des normes pour améliorer ses activités. Au fait, l'Afrique a avorté sa marche vers la modernité, et la modernité dans laquelle on est arrivé s'est occupée d'elle-même et n'a pas proposé des réponses pour faire progresser le traditionnel. Et c'est là ce que la Maison du Paysan est en train de faire, quoi, proposer de nouvelles normes. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe dans la synergie d'abord qu'on met dans toutes les espèces animales. Nous élevons 14 espèces animales. D'abord, quand la poule veut couver 10 œufs, on la pousse à prendre 4 à 5 œufs en plus. Et quand elle veut couver, on lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. Quand elle finit de couver les 20 œufs, au lieu qu'elle garde les 15 poussins, on combine les poussins de 4 à 5 mères et on donne à une seule mère. Et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Ça fait qu'avec 10 poules du village, on peut produire 300 poulets vivants en 6 mois. La norme actuellement, c'est 20 à 30 poulets par an que les paysans africains produisent dans leur village, quoi. Nous proposons cette alternative qui est basée sur les lois de la nature. Vous voyez, c'est des procédés qui sont basés sur les lois de la nature, sur le comportement animal, sur la physiologie animale, qui permettent d'avoir ces résultats-là. Et quand le paysan commence par élever de façon rentable, on peut déjà espérer qu'il sorte de sa pauvreté. Et cela fait 15 ans, docteur Babadjide, que vous expérimentez cette approche-là à Lokossa, au Bénin. Est-ce qu'elle est transposable dans d'autres villes du pays et mieux dans d'autres pays d'Afrique? Oh, mais pourquoi pas? Au Bénin, déjà, il y a plusieurs paysans, plusieurs étudiants reconvertis qui développent la même approche du sud jusqu'au nord. Et ça m'a valu même la prise, enfin, à la FAO de faire de moi un consultant international en petits élevages et en développement communautaire pour appuyer les projets spéciaux de sécurité alimentaire qui ont eu cours de 2000 à 2010, comme ça. J'ai travaillé au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Niger. J'ai fait beaucoup de merveilles là-bas. Bon, mais après, mon coach, le responsable qui était chargé des politiques d'élevage en Afrique, est allé à la retraite. Et bon, les choses ont repris... les choses ont repris le dessus, quoi. Je ne veux pas, je veux parler comme ça, quoi. Et après, j'ai eu la GIZ, la dernière fois, m'a choisi comme centre d'innovation verte, parce que c'est concret ce que nous faisons à la Maison du Paysan. À la Maison du Paysan, tout ce qui est gaspillé par les lapins est recyclé par la volaille qui se promène par terre. Là où le bec des poulets ne peut pas aller, le bec des pigeons peut aller là. Les pigeons deviennent les ventilateurs
de la maison du paysan, et ça fait qu'en saison chaude, les lapines se reproduisent sans gêne, quoi. Les animaux se reproduisent sans gêne. Et puisque en Afrique, quand il fait très chaud, ou bien dans la forêt, quand il fait très chaud, la reproduction s'arrête, quoi. Tu vois, donc avec cette ventilation naturelle, on a réglé ce problème. On a pris les porcs locaux qui normalement ne dépassent pas 50 kilos à l'âge adulte. On en a fait des porcs qui pèsent jusqu'à 160 kilos, quoi. Parce que effectivement, on a fait un diagnostic sur la pauvreté et qu'on a essayé de régulariser par l'abondance alimentaire, quoi. Ce diagnostic, je le dis souvent, c'est du grugeage, quoi, vertical que les États africains ont mis en place. On gruge tout, quoi. Tout est grugé du haut vers le bas. Les pays grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Et les fonctionnaires grugent l'État par la surfacturation, la corruption et les projets. Les deux grugent les paysans en achetant moins cher leur production. Les paysans, à leur tour, ils grugent la terre en tirant de la terre toute leur production sans rien donner à la terre. Ils tirent des poules toute leur production sans rien donner à la poule mère. Et pour finir, la terre entre en grève contre celui-là qui le gruge et refuse de donner la production. Les poules sont entrées en grève. Avant, elles pondaient jusqu'à 20 œufs au temps de nos grands-parents. Aujourd'hui, elles s'arrêtent à pondre 6 parce qu'elles n'ont pas mangé, elles ne vont pas travailler. Et de la même manière, les canards, les pintades, ils ont dû réduire même leur masse corporelle pour s'adapter à la misère que les Africains leur ont imposée. C'est ça, au fait, ce diagnostic qui nous a permis, avec l'abondance alimentaire et la synergie entre toutes les espèces, parce qu'en temps à l'université, on nous a interdit d'élever toutes les espèces ensemble. Parce que là-bas, ils ont déjà atteint un niveau de développement, de modernité, de spécialisation, d'industrialisation, qui ont créé aussi une spécialisation de la microflore et une spécialisation des maladies par espèce, quoi. Le jour où on va les mettre ensemble là-bas, ça va créer l'hécatombe. Donc, en Afrique, on n'a jamais séparé ces espèces animales. Chiens, chats, poulets, cabris ont toujours dormi dans la même chambre que l'homme, parfois. Donc, ils ont eu des microflores communes qui continuent de traîner. Donc, c'est un atout pour le développement de l'élevage africain. C'est sur cette base sur cette base immunologique, que moi, j'ai décidé de m'entêter pour mettre toutes ces espèces ensemble et qui, dans cette synergie, se renforcent mutuellement. Mm-hmm. C'est de la vaccination dans la cour du paysan. Vous n'allez pas comprendre. Ça frappe à l'œil que les enfants du village sont plus résistants que les enfants de ceux qui vivent sur les carreaux cirés. Parce que le contact avec l'antigène développe l'immunité de l'homme. Mais comme on est dans une logique où c'est la recherche de l'argent, il vaut mieux affaiblir les organismes humains et mettre la pharmacie à leur disposition. Pour revenir à la maison du paysan, docteur, oui. Baba Didi, à qui est-ce que ce concept s'adresse exactement? Ça s'adresse d'abord aux paysans de nos villages qui, au fait, travaillent à peine 3 heures dans l'année. Tous les paysans africains, pratiquement, travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Donc, ils ont 7 mois encore à mettre en valeur. Ils ont 5 à 6 heures encore par jour à mettre en valeur. Ce site s'adresse à eux. Ils n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, alors que c'est eux qui sont au village, c'est eux qui sont en contact avec les ressources naturelles. Je dis juste un peu de physiologie, un peu de comportement, un peu de savoir-faire, il va augmenter sa production. Ça s'adresse aux déscolarisés. Mm-hmm. Aux déscolarisés qui peuvent faire de l'élevage ou bien de la petite agriculture intégrée une activité qui génère du bénéfice afin qu'ils puissent se donner un salaire à la taille de son exploitation. Ça s'adresse aux étudiants qui finissent les études. Par exemple, la maison du paysan, un jeune docteur vétérinaire qui finit peut trouver son salaire dedans. Un salaire normal, quoi, dans la maison du paysan. Il est vrai que pour nous, à notre âge, il nous faut le village des paysans. C'est-à-dire plusieurs maisons ensemble, 5, 10, 20 maisons qui créent une autre logique de village des paysans qu'on a déjà entamée et qui sera l'épicentre de restauration des savoirs endogènes qui améliorent les économies villageoises. Et nous essayons de le faire par notre force, comme j'ai l'habitude de le dire, et notre enfant, à dire, on essaye de faire ce que notre petite force nous permet de faire. Dans une jungle où les scientifiques, où les États ne prennent pas conscience de
de l'organisation des économies, nous allons tenir jusqu'à un moment donné. Mais ce que je sais, c'est que si chaque paysan pouvait avoir une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous. Ce que je sais, si on atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun et pour tous, on peut exporter le surplus d'une bonne production vers les autres pays. On peut inverser donc le sens des navigations maritimes. Vous voyez que c'est si, je dis de façon simple, si 1 million de paysans proposent 100 poulets supplémentaires au pays, au budget national, ça fait 100 millions de poulets, fois 2000 francs, ça fait 200 milliards qu'on peut proposer banalement avec 100 poulets supplémentaires. Alors qu'avec notre logique, on peut créer au moins 400 poulets supplémentaires par maison. Je parle du bénéfice que le paysan peut réaliser par an. Il peut avoir 400 poulets supplémentaires. Aujourd'hui, il a à peine 20 à 30. Et ça ne dit rien à personne. Justement, pourquoi cette approche peine à gagner du terrain? Pourquoi est-ce que cette approche ne fédère pas? J'ai eu mon doctorat, ça fait bientôt 25 ans. Et je suis au village, ça fait 25 ans. J'ai vu les projets se succéder. J'ai vu le programme d'ajustement structurel. Ça n'a pas marché. On a recommencé. J'ai vu beaucoup de choses échouer. Et j'ai tendance à croire que c'est ce qui échoue que l'on finance en Afrique, quoi. C'est les projets qui échouent qu'on finance. Vous voulez dire que votre initiative n'est pas encouragée? C'est-à-dire, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, quoi. C'est comme si j'étais seul dans cet univers où on veut la prospérité paysanne, ou bien on veut que les jeunes aient d'emplois confortables en agriculture, quoi. Je dis, si l'entrepreneuriat agricole était un objectif, c'est-à-dire je suis au majuscule ce que tout le système rêve que les jeunes soient au minuscule. Si l'entrepreneuriat agricole était un village perdu dans une jungle, je connais tous les sentiers pour y parvenir. Mais les gens m'évitent au maximum. Et après, ils échouent. Finalement, est-ce que ce n'est pas la faute à notre système éducatif? Non, ça c'est encore déjà un problème. Le système éducatif en son nom ne devait même pas exister. Un mot comme système éducatif ne devait pas exister. Un mot comme entrepreneuriat ne devait pas exister. Parce que un système éducatif n'a de sens que s'il est arrimé à un objectif économique. On n'a pas d'objectif économique. Il est vrai que, bon, sur certains plans, on veut faire 400 000 tonnes de coton, 600 000 tonnes de coton. C'est ça un objectif économique. Mais je ne sais pas combien de têtes de bœufs nous voulons vendre, quoi. Combien de têtes de lapins le Bénin veut produire, combien de têtes de poulets le Bénin veut produire. Finalement, comment changer la donne, Dr Babadjide? Comment renverser la tendance? Comment est-ce qu'il faut amener les politiques justement à comprendre le bien fondé de cette fameuse maison du paysan? Non, il faut que le jour où on va dire on veut produire tel million de poulets par an pour satisfaire un marché intérieur ou sous-régional, on va trouver les approches innovantes qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Mais comme la question n'est pas posée comme ça, on ne trouvera pas. La question est posée autrement. C'est-à-dire, c'est le jour où on va dire on veut produire 10 millions de lapins par an, on veut produire 100 millions de poulets locaux par an au Bénin parce qu'on veut atteindre un objectif d'autosuffisance en matière de volaille ou de lapin au Bénin, on va trouver la solution. Mais on ne peut pas le faire parce que les besoins fondamentaux ne sont pas compris. C'est-à-dire, quand on dit se nourrir, se loger, chacun le fait au niveau personnel, quoi. Nos États n'ont même pas assimilé se nourrir. C'est-à-dire, se nourrir niveau État, c'est atteindre l'autosuffisance alimentaire. Se nourrir niveau personnel, c'est comment trouver de l'argent pour acheter de la nourriture, quoi. Vous imaginez que tout un peuple, toute une génération se perd dans ces paradigmes-là. Je dis, il faut que nos États prennent les besoins fondamentaux c'est-à-dire pour eux, quoi. Ce n'est pas pour l'individu. À partir de ce moment où les besoins fondamentaux deviennent, c'est-à-dire se nourrir pour le Bénin, se soigner pour le Bénin, on trouvera la façon de produire les médicaments au Bénin pour satisfaire le marché béninois. Le jour où on va arrêter de dire que la douane
est le poumon de l'économie parce qu'elle nous fait gagner 300 milliards. Ce jour-là, on va s'occuper de la maison du paysan. Combien de milliards sont sortis du pays pour qu'on gagne 300 milliards? On espère qu'on en arrivera là, aussi bien dans votre pays, le Bénin, que dans toute l'Afrique. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de l'invité de l'économie. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, merci pour Sika TV d'avoir créé, d'avoir permis à cette poudre de donner plus loin. Vous êtes ce canon-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Okay.